Merci de nous rejoindre dans le cadre de cette émission RDC Environnement. Madame, Messieurs, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Le monde a célébré le mercredi 3 juillet 2019 la journée mondiale sans sac plastique. Peut-on vraiment passer une journée sans la moindre utilisation du plastique? La question reste posée. D'emblée, nous dirons non. Et pourtant, nous devons fournir des efforts pour y arriver. Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, nous donnera le sens d'une journée, sans sac plastique. Si le plastique est devenu notre ami de tous les jours, au point que nous le consommons même, que nous devons nous faire pour nous en débarrasser, en attendant, l'option du recyclage du plastique peut être mise sur la table. L'exemple du recyclage nous viendra du Japon, qui est, selon les sondages, le deuxième grand pays consommateur du plastique après les États-Unis d'Amérique. Nous allons vous proposer à cet effet un document de nos confrères de France 24 quant à ce. Et enfin, nous ferons un retour sur l'expédition organisée par Greenpeace Afrique dans les tourbières dans la province de l'Équateur, avec quelques interviews de journalistes qui ont accompagné les scientifiques dans cette découverte. Madame, Messieurs, bienvenue à votre magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais dans le sommaire, le monde a célébré le mercredi 3 juillet 2019 la journée mondiale sans sac plastique. Il faut dire que cette journée a été commémorée ou est commémorée afin de souligner la nécessité d'éliminer progressivement les sacs en plastique dans nos villes en particulier et sur l'ensemble du pays en général. Regardez d'abord cet élément qui résume l'essentiel de cette journée mondiale sans sac plastique dans ce commentaire de Patience Vumilia. Dans les airs, sur la terre, dans les eaux et presque partout, les sacs de plastique sont devenus un incontournable de presque tous les lieux. Au point qu'il existe aujourd'hui un 8e continent, expression qui désigne la plaque des déchets accumulés dans l'océan Pacifique. Une accumulation a été créée par des millions de déchets rejetés au bord des côtes et qui se sont amoncelés à cause des courants marins. C'est en 1997 que l'océanographe Charles Moore a découvert cette grande zone d'ordures dans l'océan. Aujourd'hui, ce continent de plastique a une taille de 3 fois la France. On estime que ce sont 8,8 millions de tonnes de déchets de plastique qui sont jetés dans les océans à chaque année. Plusieurs études scientifiques alertent la population mondiale à ce sujet. Bon nombre d'actions sont posées pour ralentir le phénomène, mais elles sont encore peu nombreuses pour instaurer un changement réel. Des mesures ont été prises dans certains pays pour réduire leur utilisation, comme c'est le cas de la RDC dont le décret de 2017 du Premier ministre entré en vigueur le 1er janvier 2018 portant interdiction de production, importation, commercialisation et utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique. Pour les plus avertis, les signaux sont loin d'être perceptibles quant à l'efficacité et l'application effective de cette mesure. Pour cette journée mondiale sans sac plastique, c'est l'occasion de souligner la nécessité d'éliminer progressivement les sacs en plastique dans notre quotidien. Par exemple, en évitant au maximum les aliments suremballés autant que possible, en achetant les aliments en plus grande quantité, moins d'emballage pour moins cher. D'autres solutions font état de toujours avoir sur soi un sac réutilisable en tissu. À l'occasion de cette journée mondiale sans sac plastique, un changement des comportements est plus que nécessaire pour la population pour contribuer chacun en ce qui le concerne à la protection de notre environnement.
Notre rapport au plastique ayant fondamentalement changé, il faut qu'il y ait une interdiction plus ferme et rigoureuse de ce produit, à défaut de mieux trier les déchets pour les recyclages, en veillant à ce que cette filière du recyclage soit réellement efficace. Il faut également que l'industrie se mette à inventer un nouveau plastique facile à se dégrader. Car le plastique acide polylactique, par exemple, est biodégradable sous certaines conditions et qui coûte plus cher à produire, ce qui ralentira son utilisation. Du reste, tout est une question de motivation et d'envie, car il faut commencer avec ce dont on a envie et y aller progressivement. Sinon, c'est insurmontable. Comment célébrer cette journée mondiale sans sac plastique, ce qui permettra ainsi à la longue de se débarrasser définitivement du plastique? Voici quelques actions à mener. D'abord, il faut dire non au sac en plastique à usage unique. Emportez votre propre sac en tissu ou en papier lorsque vous faites vos courses. Vous économisez non seulement de l'argent, mais aussi et surtout, vous contribuez également à la protection de l'environnement. Si vous êtes malin, confectionnez votre propre sac et transportez-le avec style. Donnez du temps ou votre argent à une organisation environnementale qui s'occupe de la purification de l'eau et des masses des sacs en plastique. Recyclez tout le plastique de votre maison et de votre bureau. Passez les mots à votre famille et à vos amis. Et si vous êtes une entreprise, pourquoi pas fabriquer des sacs en plastique professionnels à donner à vos clients. En tout cas, en procédant de la sorte, vous pouvez ou nous pouvons tous arriver à nous débarrasser du plastique et ainsi sauver notre environnement. Parmi les solutions, comme nous venons de le dire, il y a bien sûr le recyclage, même si le procédé peut coûter cher ou peut être long. Le recyclage constitue une bonne manière de se débarrasser des déchets en général, mais surtout de les transformer en ressources ou en autres articles. Nos confrères de France 24 nous amènent au Japon, le deuxième grand pays consommateur du plastique après les États-Unis d'Amérique, pour nous proposer le défi du recyclage au Japon. Regardez. Au fond de cette déchetterie, les détritus de tout un quartier de Tokyo. Des vêtements, du carton et du plastique. Trop sale, trop gras, il ne sera jamais recyclé car le Japon ne s'est pas équipé de l'infrastructure adaptée. Au milieu de tous ces détritus, il y a du plastique propre qui aurait pourtant pu être correctement recyclé. C'est dommage. Les gens devraient davantage trier leurs déchets pour qu'ils soient correctement recyclés. Ce plastique sera brûlé, comme 60% du plastique consommé dans le pays. Les Japonais sont les plus grands consommateurs de plastique au monde, après les Américains. Dans les supermarchés, légumes, fruits ou poissons, tout est empaqueté à l'unité. Bienvenue au royaume du plastique. À la caisse, il y a même un employé pour envelopper vos sachets plastiques dans d'autres sachets plastiques. Mio est une citoyenne engagée pour l'écologie. Son collectif lutte contre la surutilisation des emballages plastiques au Japon. Prenons cette orange. Elle est emballée dans 3 types de plastique différents. Il y a la barquette, l'emballage tout autour et enfin ces résilles individuelles. Pourtant, c'est un fruit à la peau assez dure. Ce n'est pas nécessaire. Là, je ne sais plus si j'achète à manger ou bien du plastique. Au Japon, le plastique est synonyme de propreté, de qualité de service, voire même de luxe. Le gouvernement prévoit d'interdire la distribution gratuite de sacs plastiques d'ici 2020, mais beaucoup d'enseignes résistent. Elles craignent la réaction de leurs clients. C'est n'importe quoi. Parce que même si on faisait payer les gens pour les sacs plastiques, ceux qui ont l'habitude de les utiliser continueront à le faire. Et puis regardez ces emballages en plastique. C'est fin, c'est propre et bien présenté. Face à cette montagne de plastique, le Japon a investi dans une apparente solution. Le recyclage.
Les foyers japonais sont tenus de respecter des règles de tri assez strictes. Résultat, au Japon, 9 bouteilles en plastique sur 10 sont réutilisées. Ces bouteilles vont être transformées en tissu synthétique pour être utilisées dans des voitures, des tapis, des vêtements. Certaines entreprises en font des maillots de foot et même d'autres bouteilles en plastique. Avec ces bouteilles, on fait d'autres bouteilles. Une usine modèle, mais dans tout Tokyo, on n'en compte que 2 comme celle-ci. Insuffisant. Jusqu'à décembre dernier, le Japon vendait chaque année à la Chine plus d'1 million de tonnes de ces déchets plastiques. Mais le puissant voisin en plein essor vient de mettre fin à ces importations peu rentables et parfois toxiques. On a beaucoup de mal à trouver des endroits pour gérer et traiter tous ces déchets. En ce moment, nos capacités de recyclage ici au Japon sont complètement saturées. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de brûler tout ce plastique en urgence. Mais il est clair que nous ne pourrons pas faire ça éternellement. D'ici 2030, le gouvernement veut réduire d'un quart les déchets plastiques produits au Japon. Mais pour ça, il doit se trouver de nouveaux partenaires du côté des entreprises. Invités par une association écologique, de grandes compagnies comme Starbucks participent à cet atelier. À la table, chacun imagine comment réduire sa consommation de plastique. Les grandes entreprises ont un rôle majeur à jouer dans l'effort de réduction des volumes de plastique. Mais leur excuse est toujours la même. Ils disent que c'est d'abord aux consommateurs de comprendre l'importance de moins utiliser de plastique. Et voilà pourquoi nous cherchons à inclure et à intégrer ces 2 perspectives. Un pays sans plastique, le Japon en est loin. Les autorités de cet archipel en manque d'espace ont trouvé une autre solution. Construire des villes sur du plastique. Cette déchetterie dans le sud de Tokyo sera bientôt ensevelie sous 50 cm de terre. À sa place, des parcs, des forêts, des immeubles luxueux. Avant d'arriver dans cette décharge, le gros de ces déchets a été prélevé et traité par tous les maillons de la chaîne. Les déchetteries, les centres de recyclage. Tout ce qui arrive ici, ce sont les déchets que ces maillons, malgré leurs efforts, n'ont pas réussi à traiter. Et donc je pense qu'utiliser tout ça pour bâtir d'immenses terre-pleins, des îles artificielles, avec des pelouses, des parcs et un port, je pense que c'est une bonne idée. Dans la baie de Tokyo, ce projet est déjà une réalité. Le quartier futuriste d'Odaiba a été construit sur des détritus. Ces jeunes Japonais, venus ramasser les déchets sur la plage, ne le savent sans doute pas, mais ils marchent en réalité sur une île de plastique. Voilà, c'était là donc le défi du plastique, accro au plastique, les défis du recyclage pour le Japon. Des travaux d'assainissement ont été entrepris depuis l'avènement du nouveau gouvernement provincial de Kinshasa. Il existe bien sûr le centre d'enfouissement technique d'Impasa, ici à Kinshasa, un site qui, selon les experts, est hautement contaminé, selon ces experts en la matière donc. Mais les défis demeurent également pour la ville de Kinshasa, en particulier, et cela par rapport à la gestion même de ces déchets. Au-delà de tout, l'éducation environnementale et à la bonne gestion des déchets est une des solutions à l'insalubrité que connaît la ville-province de Kinshasa. C'est pour cela que nous avons posé la question à Jean Mangalibi, qui est le coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, pour nous dire ce qu'il pense d'une journée du 3 juillet consacrée au sac en plastique ou une journée sans sac plastique. Suivez donc les réponses qu'il a fournies à notre consoeur Priska Sekana dans l'interview qu'il a réalisée, qu'il lui a accordé dans cet élément que nous proposons de suivre. C'est une journée qui doit pousser la planète, je dirais tout le monde à réfléchir sur les dégâts des sacs en plastique par rapport à notre environnement. Et puis qu'on sache exactement quels sont les gestes à poser, parce qu'on sait que ça cause beaucoup de dégâts. Parce que les sachets plastiques, normalement, avant on parlait de 100 ans, maintenant on parle même plus de 500 ans avant de se décomposer, pour dire que ce sont des gestes que nous devons bien contrôler si on pense réellement aux générations futures.
là, normalement, nous, on va rester juste au niveau de la sensibilisation. Ça fait dit assainissement, dit argent. Et nous sommes une association qui fonctionne avec ou sans financement. Pour dire qu'il y a sans financement, souvent c'est par rapport au reboisement, où nous multiplions, nous mettons à la disposition de l'autorité. Mais par rapport au sachet, là, ça demande des fonds que nous ne disposons pas. On peut que sensibiliser, c'est tout. Et puis voir comment entrer en contact avec la ville. S'il faut mener des actions ensemble, on va le faire. Pour la gestion, je crois on est arrivé à un moment où, moi je dis, je sais que le Rwanda, c'est un pays modèle. Parce qu'au niveau du Rwanda, c'était le président de la République qui a pris une décision. Et que le Rwanda, sans sachet, aujourd'hui le Rwanda est le premier pays en Afrique qui est très bien coté par rapport à la gestion de tout ce qui est sachet plastique. Le Congo, c'est un grand, nous sommes la deuxième réserve mondiale. Donc nous sommes vraiment réellement un grand. Pour dire qu'il faut que celui qui est là aujourd'hui, M. Félix, arrive à emboîter les pas de l'autre. Moi, je crois qu'il est préférable d'emboîter les gestes positifs. Alors pour moi, je lui conseille d'emboîter l'exemple du président Kagame, que je félicite par rapport à la gestion des sachets, pas par rapport aux ennuis qu'il crée dans notre nation, pour que nous soyons aussi parmi ceux-là, un pays qui label, comme on a eu à dire dans les temps. Et soutenons aussi l'action du gouverneur quand il parle de Kinabopeto. Moi, je crois que ce sont des actions félicitables. Mais moi, j'y crois toujours, je crois beaucoup à l'avenir de ce pays. Moi, j'y crois réellement que ce pays va aller. Aujourd'hui, si on s'investit dans ce qu'on est en train de faire, parce que nous croyons réellement. Parce que le Congo, c'est un pays, je dirais, qui a une promesse prophétique d'être parmi les grands, de s'occuper des autres. C'est juste les questions qu'on puisse avoir des présidents, des dirigeants, qui vont avoir à cœur l'environnement, parce que la politique, en fait, c'est la base de la politique au niveau de l'environnement. Et puis, ces dirigeants-là vont commencer à, je dirais, à transmettre auprès de la population. Cela fera en sorte que nous allons tous regarder la même direction. Et cela va être possible. Si ce Rwanda c'est possible, pourquoi pas au Congo? Bon, il y a l'élément qu'on doit arriver à savoir, notre pays venait d'être sous occupation. Alors, le travail que l'occupation a eu à faire, c'est détruire l'homme congolais. Cela demande d'abord la volonté des Congolais eux-mêmes et puis une bonne prise de conscience des dirigeants. Cela permettrait à ce qu'on arrive à surmonter. Moi, je crois que cela est possible. Sincèrement, c'est possible. Mais il faut qu'il y ait je dirais, des mesures qui s'imposent, qui feront en sorte que la population soit suffisamment informée sur sa manière de se comporter. Voilà, c'était là donc Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, qui répondait aux questions de Priska Sekana à l'occasion de la journée mondiale sans sac plastique du 3 juillet 2019. Vous avez suivi dans cette émission l'expédition scientifique organisée par Greenpeace Africa dans les tourbières du bassin du Congo et plus précisément dans le territoire d'Ingende, province de l'Équateur. Témoins de l'événement, quelques journalistes nationaux et internationaux qui ont donc accompagné les scientifiques dans cette expédition. Nous avons approché quelques-uns d'entre eux pour en savoir un peu plus sur ce qu'ils ont tiré comme expérience de cette expédition scientifique dans les tourbières du bassin du Congo. Bibi Chungua de Biwan Télévision et Tati Dilengenju de la radio Okapi se sont exprimés en ces termes. Regardez. Et aujourd'hui, pendant que le monde est en quête des solutions par rapport à la crise climatique qui nous guette aujourd'hui, il est donc important d'encourager toutes les initiatives qui tendent à se proposer comme étant de remède à cette crise climatique. Donc une troisième expédition, une troisième découverte parce que les expéditions restent différentes. Ce sont des expéditions qui sont menées sur différents sites.
La première fois, c'était à Yokolama. On vous dira que Yokolama était différent de Ikelemba. Aujourd'hui, nous sommes ici à Peka, dans le territoire d'Ingende. Allez-y comprendre que c'est une nouvelle expérience parce que cette zone a été plus marécageuse que la zone de Yokolama, par exemple. Et la deuxième chose, c'était aussi la présence de rotins. Ailleurs, ce n'était pas le cas. Si vous allez à Ikelemba, vous comprendrez que l'accessibilité était un peu plus facile. Il n'y avait pas assez des sous-bois, c'était un peu plus clair. Donc la tâche a été du moins facile pour nous journalistes. C'est parce que lorsque nous descendons sur terrain, nous affrontons la forêt. C'est avec tout le matériel. Allez-y comprendre déjà la distance qu'il faut parcourir, les matériels que vous devez aussi protéger, les interviews que vous devez faire aussi en forêt. Ce n'est pas une chose facile. Donc aujourd'hui, il fallait vivre une nouvelle expérience. Déjà, les scientifiques eux-mêmes aussi ont ajouté un autre élément très important pour dire qu'ils ne savaient pas que là où il y avait des rotins, la présence des rotins, on pouvait aussi trouver des turbes. Donc allez-y comprendre que c'est une nouvelle donne écologique qu'il faut encourager. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est d'attendre au fait les résultats. C'est vrai qu'il y a déjà des turbes, on le sait. Mais arriver à les cartographier et aussi à quantifier. Parce que ce n'est pas seulement de dire que vous avez des forêts, des tourbières chez vous, mais aussi nous dire la capacité de séquestration carbone, c'est ce qui est plus important. Et nous comprenons que ça constituera aussi, ça donnera aussi un argument de plus à la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on a toujours dit que c'est la deuxième puissance écologique après l'Amazonie, mais c'est encore un élément de plus qui vient renforcer cette force écologique. Alors, dans votre travail de tous les jours d'informer sur les questions environnementales, par rapport à ces tourbières, pour la troisième fois consécutive, vous faites l'expédition. Quelle information pouvez-vous donner à toute la population, à tous les publics qui vous suivent, qui aiment bien sûr les questions environnementales? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le changement climatique. Et lorsqu'on parle de la crise climatique ou changement climatique, il n'y a pas de frontières. Allez-y comprendre que la faute qui sera commise ici aura des conséquences fâcheuses partout. Elle ne va pas seulement, les conséquences ne vont pas seulement s'arrêter ici, mais sont des conséquences qui vont traverser les frontières de ce territoire pour aller ailleurs. Je vais dire à tous ceux-là qui nous suivent que la question de la crise climatique, la lutte contre le changement climatique est une lutte collective, mais à des niveaux différenciés. Donc chacune des personnes est appelée à jouer sa partition pour arriver à préserver la planète Terre que nous avons. Nous la considérons comme étant notre mère nourricière. Si vous et moi parlons en ce moment, arrivons à échanger, c'est parce que nos prédécesseurs ont eu à gérer ces terres de façon durable. Donc quand nous gérons, comprenons qu'il y a des gens qui viendront après nous, il y a des générations futures. Il faudra aussi les aider à mieux vivre. Donc aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Les scientifiques font leur part. Nous aussi, en tant que journalistes, nous avons plus travaillé sur la sensibilisation. Et quand nous travaillons sur la sensibilisation, c'est pour arriver à un changement de comportement. C'est vrai que lorsqu'on parle de la sensibilisation, il y a différentes parties prenantes. Il y a les politiques. Les politiques, il faut aussi des moyens qu'il faut. Mais aussi, ce qui m'encourage aussi, c'est ce message du président de la République. Nous savons que le président Félix Tshisekedi fait de l'environnement un de ses axes prioritaires. C'est déjà encourageant. On l'a vu participer à One Planet Summit à Nairobi. C'était déjà un signal fort parce que je dois quand même l'avouer que depuis un temps, la République démocratique du Congo, c'est vrai qu'elle était représentée, mais au plus haut niveau. Mais là, c'était le président de la République, le garant de la nation qui a représenté toute la nation congolaise. C'était déjà encourageant. Et vous savez que même lorsque vous envoyez les ministres, vous envoyez le Premier ministre, le poids politique aussi compte. C'est un Premier ministre de la RDC qui vient, deuxième puissance écologique à travers le monde. Mais devant un autre président de notre pays, c'est différent. Il y a là où le Premier ministre ne peut pas entrer. Seul le président. Donc si déjà le président s'engage dans la lutte, c'est déjà un signal fort, une impulsion qu'il donne. Donc nous aussi, journalistes, nous faisons notre part, les scientifiques font leur part, que le politique aussi fasse leur part. Nous attendons aussi beaucoup du ministre de l'Environnement. Ce sont des données. C'est un argument de plus pour renforcer la force écologique du pays. Comme je l'ai dit, il faudra aussi des politiques qu'il faut. Vous voyez? Ne laissez pas aux autres pays de nous voler la vedette. Nous en avons les 2/3 de ces tourbières. Les tourbières du bassin du Congo se retrouvent en République démocratique du Congo. Allez-y comprendre déjà ce que ça donne. Et c'était très intéressant, une belle expérience pour nous journalistes qui chroniquons dans le secteur de l'environnement. Et là, on a beaucoup appris parce que déjà le concept, il est nouveau. Il aurait fallu être sur terrain pour allier en fait tout ce que nous avons comme définition, perception des tourbières, parce qu'on en parle de plus en plus. Et là, nous sommes venus sur terrain et on a vu ces zones inondées et on a parcouru des kilomètres pour travailler avec des spécialistes qui nous ont expliqué dans les détails au fait les tourbières et les rôles qu'elles jouent dans l'écologie, et ça vaut la peine. C'était vraiment très intéressant. C'est pour la première fois que vous faites cette expérience?
Oui, c'est ma première fois de venir dans cette partie du pays. C'est vrai que j'ai eu à sillonner la République du Congo dans les cadres démocratique du Congo dans le cadre de notre émission Éco-Développement. Et donc dans cette partie du pays, c'est la première fois. Et dans le cadre des tourbières, c'est la première fois que je travaille. Que je quitte les studios, au fait, venir sur terrain et voir ce que c'est les tourbières. C'est vrai que des spécialistes que nous invitons dans nos studios à Kinshasa les définissent. Et j'avais une autre perception, au fait, de ce qu'on entend par les tourbières. Et parce que là, les spécialistes, ils ont opéré un distinguo entre les zones inondées et les tourbières. Ce sont des sites totalement différents et ça joue les rôles aussi différents dans l'écologie. Alors, quelle information donner au public qui vous suit dans votre émission, mais aussi à ceux qui vont vous suivre maintenant? Le plus important est de savoir que ce sont des sites que nous devons préserver au profit de la communauté et au profit de la planète Terre, parce que ça regorge une quantité importante de puits carbone et cela permet de réduire, au fait d'atténuer les changements climatiques, et c'est très important de préserver ces endroits parce que les spécialistes nous ont dit que les prélèvements au niveau local n'impactent pas sur le fonctionnement des tourbières, donc ça vaut la peine de pouvoir préserver ces genres d'endroits. Nous avons enregistré beaucoup de réactions lors de la dernière émission qui a été consacrée sur les tourbières du bassin du Congo, des réactions sur la question particulièrement de la préservation des tourbières, surtout en ce qui concerne les communautés locales, et particulièrement qui vivent des ressources qui se trouvent dans ces écosystèmes. Il faut dire que depuis des millénaires, les communautés locales ont vécu avec les forêts et les ressources qu'elles contiennent, en les exploitant bien sûr durablement grâce à leur savoir endogène et sans porter en tout cas atteinte à l'environnement. Mais la modernité, comme vous le savez bien, a porté un coup dur à l'environnement car l'exploitation des ressources qu'elle a apportées n'est pas durable, détruisant donc tout sur son passage, surtout avec les engins lourds utilisés par exemple par les exploitants forestiers. Le problème ici n'est pas en tout cas de ne pas exploiter les ressources dont disposent les pays comme la RDC, mais comment et où les exploiter. Alors, ce qui est encouragé ici, c'est une exploitation durable, cette exploitation qui place à l'avant-plan la notion de la durabilité en pensant bien sûr aux générations présentes sans pour autant compromettre les chances des générations futures de tirer le maximum des profits des ressources dont dispose le pays. Madame, Monsieur, nous allons boucler cette émission avec les rendez-vous environnementaux qui auront lieu dans les tout prochains jours. Nous faisons appel à Naomi Makwela pour nous donner les détails sur ces différents rendez-vous. Du 1er au 5 juillet 2019, la 41e réunion du groupe de travail à composition non limitée de parties au protocole de Montréal sur les substances qui approvisent la couche d'ozone s'y tiendra à Bangkok, à Thaïlande. Malacca, à Malaisie, accueillera du 1er au 5 juillet 2019 la conférence internationale sur la jeunesse, l'océan et l'ODD 14 axée sur la vie aquatique. Du 9 au 18 juillet 2019, ce sera le forum politique de haut niveau sur les développements durables 2019 qui se tiendra au siège de l'ONU à New York City aux États-Unis. Du 29 au 3 août 2019, se tiendra le séminaire sur la protection de la nature dans la coopération allemande au développement. Du 19 au 30 août 2019, ce sera la troisième session de la conférence intergouvernementale sur le BBNJ au siège de l'ONU à New York City, États-Unis. Le 21 et 22 août 2019, la deuxième symposium sur l'adaptation au changement climatique dans la région du Pacifique aura lieu aux îles Fidji le Tonga. Tels sont les quelques événements environnementaux qui vont se dérouler à travers le monde dans les jours à venir. Voilà, c'était donc là les événements à venir. Tels sont donc les grands faits qui vont faire l'actualité environnementale dans les jours à venir, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs à travers le monde. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Votre émission reviendra la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à Geneviève Misegele, Patience Oumilia,
Naomi Makwela et Guylain Mouzembe de Gonzague et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous, optez pour les bonnes habitudes de la protection de notre environnement. À l'occasion de la Journée mondiale sans sac plastique, changez des habitudes en utilisant le moins plus de plastique que possible et optez pour les emballages en tissu et la réutilisation. Vous ferez en tout cas une œuvre utile. Madame, Monsieur, merci et à la prochaine pour d'autres aventures environnementales pour la République démocratique du Congo, que ce soit ailleurs à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous comme nous le disons et prenez soin surtout de votre environnement. Au revoir et à la prochaine.